Titre, ma femme infidèle, figée de stupeur. Quand j'ai dit calmement, il faut finaliser le divorce d'ici vendredi pour que tu puisses profiter de ta liberté, elle a hurlé, de quoi parles-tu? Chapitre 1. Le calme avant l'effondrement. Avant, je croyais que l'amour était inébranlable. Quelque chose qu'on nourrissait, qu'on protégeait et dans lequel on investissait. Surtout après 13 ans de mariage, 2 enfants et une vie qui paraissait parfaite de l'extérieur. Elle s'appelait Valérie. On la décrivait comme chaleureuse, charmante et déterminée. Pour moi, elle était tout mon univers. J'ai travaillé tard le soir, sacrifié mes vacances et bâti ma carrière à la force du poignet pour que nous puissions vivre confortablement. Je ne comprenais pas que, pour elle, le confort signifiait être à l'aise avec quelqu'un d'autre. Tout a commencé modestement. Distance. Excuses. Ses yeux se posaient sans cesse sur son téléphone pendant le dîner. Elle verrouillait toujours l'écran quand j'entrais. Je me disais que c'était le stress, le travail, les hormones, n'importe quoi sauf ce que mon instinct me criait. Puis, un soir, alors qu'elle prenait sa douche, son téléphone s'est allumé sur la table de chevet. Un aperçu de message est apparu à l'écran. Hier soir, c'était le paradis. Tu as un goût de péché. Vivement vendredi. Je n'ai pas touché au téléphone, je ne l'ai pas confronté, je suis juste resté assise au bord du lit, à fixer ce message. J'ai eu la nausée. Au lieu de la rage, une étrange lucidité froide m'a envahi. Et à ce moment-là, j'ai su 2 choses. Valérie me trompait. Elle n'aurait pas la satisfaction d'une dispute. Elle obtiendrait le silence. Stratégie. Et quand elle comprendrait ce que je faisais, il serait trop tard. Jeudi soir, j'avais déjà déposé la demande de divorce. Je n'ai pas agi impulsivement. Il ne s'agissait pas d'une réaction émotionnelle et impulsive. C'était chirurgical, calme et déterminé. Je voulais l'éliminer de ma vie sans aucun moyen de pression, sans possibilité de manipulation, sans possibilité de déformer la réalité. J'ai passé la semaine à rassembler des copies de relevés bancaires, de titres de propriété, des captures d'écran de SMS qu'elle pensait que je n'avais jamais vues, ses chuchotements nocturnes à air, diminutifs de Raymond, comme je l'apprendrai plus tard, les réservations d'hôtels sous de faux noms, et son affirmation péremptoire selon laquelle j'étais tout simplement trop à l'aise pour la quitter. J'ai même engagé un détective privé discret. Non pas par vengeance, mais pour confirmation. Moins de 48 heures plus tard, j'avais des photos d'elle et de Raymond, main dans la main, au même endroit italien où nous avions fêté notre anniversaire l'année précédente. Je ne l'ai pas confronté. Au lieu de cela, je lui ai acheté sa bouteille de vin préférée, préparé son dîner préféré, allumé des bougies et mis sa playlist de jazz préférée. Elle est rentrée vers 19h30 ce jeudi-là, surprise et méfiante, mais en voyant la table dressée, elle a souri. « C'est notre anniversaire », demanda-t-elle en riant. « Non », répondis-je doucement, « je pensais juste qu'on pourrait passer une bonne soirée. » Elle se mit à parler, à se vanter de son travail, à rire d'une blague que son chef d'équipe lui avait racontée, Raymond sans doute. Elle ne remarqua pas que je la suivais du regard lorsqu'elle parlait, ni la facilité avec laquelle elle mentait. Après le dessert, je me levai et dis doucement, « Valérie, il faut que je te parle. » Elle leva les yeux, méfiante. « Bon, qu'est-ce qui ne va pas ? » Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste pris une grande inspiration et j'ai dit, « Il faut qu'on finalise le divorce d'ici vendredi. Ainsi, tu pourras profiter de ta maîtresse en toute liberté. » Son visage se décomposa. Sa fourchette lui glissa des mains et tomba avec fracas sur l'assiette. « De quoi parlez-vous » balbutia-t-elle. « Je sais, Valérie. Je sais pour Raymond. Je suis au courant pour l'hôtel. Je suis au courant pour les réunions et les messages. » Puis j'ai fait glisser un dossier soigneusement agrafé sur la table. Des photos, des journaux, des captures d'écran et un brouillon de l'accord de divorce. Elle ne disait rien. Elle fixait les papiers comme s'il la brûlait. « Vous trouverez cela très juste, » ai-je ajouté. Pas de drame. Pas de cri. La liberté, tout simplement. N'est-ce pas ce que tu voulais ? Elle ouvrit la bouche pour protester, mais aucun son ne sortit. Je débarrassai la table en sifflotant doucement. Demain, ce serait vendredi. Et vendredi serait le jour du jugement dernier. Chapitre 3. Les conséquences de vendredi. Ça commence.
Le vendredi matin s'est levé dans un calme presque inquiétant. Valérie ne m'avait pas adressé la parole depuis la révélation fracassante de la veille au soir. Elle dormait à peine. Je l'entendais arpenter le couloir au petit matin, chuchotant au téléphone, sans doute en train d'appeler Raymond, cherchant désespérément une solution. Mais il n'y en avait aucune. J'avais déjà pris les mesures nécessaires en coulisses. 8h30, la glace se brise au travail. Quand Valérie entra dans son élégant bureau du centre-ville, ses talons claquant sur le sol, s'efforçant de faire comme si de rien n'était, elle ne trouva pas les sourires habituels, mais le silence. Puis la directrice des ressources humaines s'approcha d'elle. « Valérie, le conseil d'administration souhaite vous parler. » Elle était désemparée jusqu'à ce qu'on lui présente une copie du rapport d'enquête que je leur avais envoyé anonymement le matin même. Des pages entières révélaient sa relation inappropriée avec Raymond, son supérieur, leur sortie amoureuse pendant les heures de bureau, des notes de frais utilisées à mauvais escient, des factures d'hôtel. L'entreprise avait une politique stricte interdisant toute familiarité avec les collègues. Raymond était déjà escorté hors du bâtiment. Valérie, suspendue le temps de l'enquête. Son visage s'est décomposé. Mais le pire était encore à venir. 11h. La banque appelle. Notre compte joint a été restructuré. Plus tôt dans la semaine, j'ai ouvert un nouveau compte à mon nom uniquement, y transférant légalement toutes mes cotisations après impôt. L'avocat avait confirmé que tout était en règle. Alors, lorsque Valérie a tenté de retirer de l'argent par précaution, le guichetier lui a poliment présenté ses excuses. Ce compte fait l'objet d'un audit en raison de la procédure de divorce. La cosignature de votre conjoint est requise. Elle est sortie de la banque furieuse, hors d'elle, et m'a envoyé des SMS enflammés. Valérie, tu n'en avais pas le droit. J'ai besoin d'accéder à mon argent. Comment as-tu pu? Moi. C'est vendredi. Vous vous souvenez? Vous vouliez la liberté. Je vous la donne. 14h. L'invité surprise. De retour chez moi, on a frappé à la porte. C'était la femme de Raymond. Elle avait reçu le même dossier de preuve que moi. Je m'en suis assuré. Les larmes aux yeux, elle a simplement hoché la tête et dit « Je voulais juste te remercier de m'avoir aidé à voir la vérité. » Elle s'est éloignée avec dignité, contrairement aux infidèles qui avaient détruit nos vies. 16h. L'affrontement final. Valérie est rentrée, les cheveux en bataille, le mascara qui avait coulé, les vêtements froissés. Elle ne ressemblait en rien à la femme posée qui, autrefois, maîtrisait chaque conversation. « J'ai perdu mon travail », dit-elle en s'étranglant. Raymond a été licencié. Sa femme l'a quitté. Il bloque mes comptes. Que as-tu fait? Je la regardais avec une pitié calme. Rien que tu ne te sois déjà fait à toi-même. Je l'ai simplement éclairée. Elle s'est effondrée au sol en sanglotant. Mais je ne l'ai pas consolée. Je suis simplement parti. Car la meilleure vengeance, c'est la liberté. Chapitre 4. Le tribunal est le lieu où les masques tombent. Lundi matin, l'image soignée de Valérie s'était irrémédiablement effondrée, mais nous n'en étions qu'au dernier acte, le tribunal. Avant l'audience, tout était prêt, mon piège était tendu. J'avais passé les 3 dernières semaines à rassembler tous les documents. Des relevés bancaires prouvant que j'étais le seul soutien financier depuis 10 ans, des captures d'écran de sa liaison avec Raymond, grâce à des sauvegardes iCloud synchronisées dont elle avait oublié l'existence, des factures d'hôtel, des SMS, des rendez-vous nocturnes documentés par mon détective privé, et les messages cruels qu'elle envoyait à ses amis à mon sujet. Il est tellement ennuyeux. Je ne ressens rien en sa présence. J'avais également des lettres de recommandation de voisins, de professeurs, et même de sa propre mère qui m'avait mis en garde en privé. Valérie court après un rêve. « Vous ne méritez pas ça », m'a dit mon avocat. C'est l'une des victoires les plus nettes que j'ai jamais vues. J'ai hoché la tête, sans rien dire. Jour d'audience. Une prestation sans applaudissements. Lorsque nous sommes entrés dans la salle d'audience, Valérie affichait une assurance feinte. Son avocat a tenté de me dépeindre comme un homme froid et distant, replié sur lui-même, incapable de communiquer et peu soutenant. C'est alors que mon avocat a pris la parole. « Votre honneur, le silence de l'accusé était un véritable témoignage de dignité face à l'adversité. Il n'était pas insensible. Il survivait à une trahison. Il a tendu la clé USB au juge. Ce dernier en a examiné le contenu, courriel, SMS, enregistrement d'appels et photos. Le sourire narquois de Valérie s'effaça, laissant place à une grimace pâle et crispée. La décision concernant la garde. Valérie suppliait pour obtenir la garde principale de notre fille, Émilie.
Elle a plaidé qu'en tant que mère, elle était la figure maternelle attentive. Mais lorsque le juge a constaté qu'elle abandonnait Émilie les soirs passés avec son amant, et que sa carte de crédit révélait des dépenses dans des bars, des hôtels et des spas alors qu'Émilie était gardée par une babysitter, il est resté sans voix. Le tribunal confie la garde exclusive à Monsieur Jamezon. Visite supervisée uniquement pour la personne concernée jusqu'à nouvel ordre. Elle a poussé un cri d'effroi. Son avocat semblait abasourdi. Je suis restée silencieuse. Mais intérieurement, mon cœur battait d'une nouvelle émotion, la paix. Le coup de grâce. Les conséquences financières. Le juge a décidé qu'elle ne recevrait aucune pension alimentaire. Pourquoi ? Parce qu'elle a violé le contrat de mariage par une infidélité prolongée, a fait preuve de malhonnêteté financière et se retrouve désormais sans emploi à cause de sa propre faute. Et pour couronner le tout, vous êtes redevable de tous les frais juridiques engagés par Monsieur Jamezon suite à ce divorce. 28 000 $. Elle devrait me les payer. Devant le palais de justice. Alors que je descendais les marches, Valérie m'a poursuivi en sanglotant. S'il te plaît. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin. Je n'avais pas l'intention de tout perdre. Je me suis arrêté et j'ai fait demi-tour. C'est bien ça, Val. Tu n'avais pas l'intention de tout perdre non plus, mais tu étais prête à tout risquer pour un homme qui t'a largué dès que les choses se sont compliquées. Elle s'est effondrée sur les marches du palais de justice. Je ne suis pas resté pour regarder. Chapitre 5. Les conséquences et la renaissance. Le monde de Valérie s'écroulait. Son château de cartes n'a pas tardé à s'effondrer. Après le jugement, Valérie a tenté de s'installer chez Raymond, mais il avait changé d'avis. Il l'a ignoré pendant 2 semaines, puis a finalement envoyé un message. Je n'ai pas signé pour me retrouver au tribunal et devoir me débrouiller toute seule. Elle a essayé de raviver la flamme. Elle a appelé, pleuré, même supplié. Mais il a bloqué son numéro. Il s'avère que Raymond fréquentait déjà une autre femme. Plus jeune, sans enfant, elle ignorait tous des problèmes juridiques qu'il avait failli hériter. Abattue, Valérie est retournée vivre chez ses parents, et la nouvelle s'est vite répandue. Sa communauté religieuse, silencieuse. Ses collègues, disparus. Même sa propre mère, qu'il adorait autrefois, la regardait désormais avec une honte silencieuse. La force et la guérison d'Émilie. Ma fille Émilie avait 10 ans à l'époque. Les enfants ressentent tout, surtout la trahison. Au début, elle était calme et renfermée, demandant sans cesse pourquoi maman l'avait choisie. Mais je n'ai jamais dit de mal de Valérie devant elle. J'ai préféré prendre les mesures difficiles, thérapie, réunions scolaires, et longues soirées à la rassurer. Et peu à peu, Émilie retrouva sa voix. Elle sourit davantage, se remit à peindre. Et un soir, alors que je l'abordais, elle murmura « Je suis heureuse de vivre avec toi, papa. » Ne fais pas semblant, j'ai failli pleurer. Je me reconstruis. Une nouvelle vie, pas seulement la survie. J'avais passé tellement de temps à survivre à ce mariage que j'avais oublié ce que signifiait vivre pleinement. Alors j'ai pris un mois de congé et j'ai voyagé avec Émilie, toutes les deux. Nous avons exploré des parcs nationaux, séjourné dans des chalets, riant sans craindre la moindre tension. J'ai repris la course à pied, j'ai perdu du poids et je suis en meilleure santé. J'ai renoué avec des amis que j'avais perdus de vue à cause de l'isolement que m'imposait Valérie. J'ai repris mes études en ligne pour terminer une certification que j'avais abandonnée pour me consacrer à ses rêves. Et peu à peu, le chagrin a fait place à la fierté. Non pas la fierté de la vengeance, mais la fierté de la résilience. Ce courriel inattendu qui a bouclé la boucle. Environ 1 an plus tard, j'ai reçu un courriel de Valérie. Objet, je suis désolé. J'ai été stupide. J'ai tout sacrifié pour un fantasme. Je le vois maintenant. Tu as toujours été constant, aimant, et j'ai pris ça pour de la faiblesse. J'espère qu'Émilie me pardonnera. J'espère que vous aussi. Je suis désolé de l'avoir lu une fois, puis supprimé. Car pardonner, ce n'était pas revenir en arrière. C'était enfin lâcher prise. Épilogue, la vraie vengeance, c'est de bien vivre. Au final, la vengeance ne s'est pas faite dans la violence et la fureur. Elle s'est manifestée discrètement, par la paix, le progrès et la présence. Valérie a perdu bien plus qu'un mariage. Elle a perdu confiance, sa famille, sa stabilité et le rêve qui, pensait-elle, la rendrait heureuse. Son amant l'a abandonnée lorsque l'illusion s'est brisée, et le monde qu'elle avait bâti sur le mensonge s'est effondré. Pendant ce temps, j'ai retrouvé tout ce que je croyais avoir perdu. Ma dignité retrouvée. L'amour de ma fille, approfondi. Un avenir plus radieux, que je pourrais façonner. Je n'ai jamais élevé la voix. Je n'ai jamais proféré d'insultes. Je ne me suis jamais posé en victime.
Je me suis simplement éloigné et j'ai reconstruit en mieux. Valérie voulait des feux d'artifice. Elle n'a eu que le silence, et ce silence résonnait plus fort que n'importe quelle explosion. Elle m'a traité de faible. Maintenant, elle sait que l'homme le plus discret est souvent le plus dangereux. Morale de l'histoire. Parfois, la vengeance la plus spectaculaire n'est pas la destruction. Tu deviens tout ce qu'ils disaient que tu ne pouvais pas être, sous leurs yeux désespérés. Cette vengeance était-elle pleinement justifiée, ou la tempête aurait-elle dû faire rage encore plus fort? Donnez votre avis ci-dessous. Je lis tous les commentaires. Aimez si vous aspirez à la justice et partagez cette histoire avec ceux qui en ont besoin. Abonnez-vous à Les Liens du passé, car ici, les trahisons ne dorment pas. Elles traquent leur maître. Chaque ombre cache un règlement de compte. Chaque masque se brise. Et chaque trahison est punie. Restez vigilants. Restez inébranlables. Restez à l'écoute.